Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Il est 13 heures, donc bienvenue à cette session présentée par Mohamed Beng sur DevOps, sur la partie DevOps, hein, outils et principes pour le coup. Donc pour rappel, juste avant de commencer la session, vous pouvez à tout moment dans la section chat et Q&A poser vos questions, partager vos commentaires pour que Mohamed puisse répondre à la fin de la session. Et à la fin de la session, je vous partagerai un questionnaire de satisfaction. C'est hyper important pour nous d'avoir votre feedback pour qu'on puisse s'améliorer au quotidien. Donc je passe la main à Mohamed et bonne session. À tout à l'heure. Ok, super, merci beaucoup Mohamedou. Du coup, on va sans tarder enchaîner. Du coup, comme le disait Mohamedou, n'hésitez pas à la fin de la session sur pour l'enquête de satisfaction. Comme il disait, c'est très important. Donc, par rapport aussi aux questions, n'hésitez pas à les mettre en chat. Et si on a de la disponibilité à la fin, pour plus d'interaction, j'aimerais bien que vous posiez les questions. Donc, même si vous les notiez, ce serait bien que vous les posiez et que nous puissions échanger ensemble. Donc, on va commencer. Donc, notre session s'intitule DevOps, principes et outillage. Donc, c'est une session autour de laquelle on va parler du DevOps, de ce qu'est le DevOps, des principes du DevOps et parler de quelques outils. Donc, ce sera pas super technique, mais je veux brosser en tout cas dans cette présentation ce que peut vous apporter le DevOps aux entreprises, aux personnes, aux devs, aux ops. Donc, nous allons commencer. Donc, l'agenda va se décliner comme suit. On va d'abord parler, je vais vous parler rapidement de mon parcours, vous expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé là. Puis, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler du DevOps, des motivations du DevOps, de ses principes, les avantages qu'il peut procurer, le DevOps par rapport à la containerisation, le DevOps par rapport au cloud. Et je vais vous présenter quelques outils qu'on peut utiliser au quotidien pour du DevOps. On fera un rapide récap et après on passera aux questions-réponses. Et je pense que ce sera la partie la plus intéressante, je pense. Et en tout cas, je compte sur vos questions. Challengez-moi le plus possible. N'hésitez surtout pas. Du coup, voilà. Donc, on va commencer, comme je disais, par mon parcours. Donc, moi, j'ai commencé en tant que développeur Java. Donc, c'était en 2011. Développeur Java. À l'époque, pas forcément beaucoup d'outils de DevOps et tout ça. Donc, quand je parle de ce sujet, c'est vraiment des choses que j'ai vécues. Peut-être que d'autres plus jeunes ne connaissent pas parce que ils sont directement tombés dans le domaine du DevOps. Mais je vais vous en parler de toute façon. Par la suite, je suis passé tech lead, donc une évolution plutôt cohérente après quelques années d'expérience. Tech lead Java, donc c'était encadré de jeunes développeurs, un peu moins jeunes aussi. Par la suite, j'ai voulu carrément changer et et aussi c'était plus par rapport au cloud. En fait, j'étais beaucoup intéressé par le cloud et du coup, j'ai choisi de faire ce virement-là de DevOps Cloud Engineer. Et par la force des choses, maintenant, j'encadre une équipe de DevOps et ingénieur cloud. J'ai aussi quelques certifs, donc AWS Solution Architect et aussi Scrum, donc aussi bien développeur que Scrum Master. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, les motivations du DevOps. Donc, l'illustration que j'ai mise là, c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'ai vécu dans mes premières années d'expérience. En fait, ce qui se passait, c'est que on avait des devs d'un côté, des ops de l'autre. Donc le dev, lui, sa préoccupation, pardon, c'était de coder, faire du code. Il faisait peu ou pas beaucoup de tests et en général, beaucoup de choses se faisaient en local. L'Ops de son côté, lui, c'est lui qui gère l'infrastructure, c'est lui qui déploie. Il veut veiller à ce que ce soit stable et du coup, il va demander pas mal de choses que peut-être dont le DevOps le dev n'est pas sensibilisé.
il était peu flexible parce qu'on pouvait avoir des demandes, mais lui, vu que la stabilité de son environnement primait, donc il ne satisfaisait pas forcément les demandes de déploiement et autres. Et aussi, il avait peu d'outils. Donc, l'essentiel de ce qu'il avait, c'était de petits scripts qu'il faisait par-ci, par-là, et sur des machines ou sur son poste. Et du coup, le constat, c'est que les deux ont des objectifs différents. Ils communiquent peu ou pas du tout. Souvent, c'était des emails des emails qu'on s'échangeait, et c'était pas super top. Les cycles de développement, de livraison aussi étaient assez lents, et aussi il y avait peu d'outils. Et donc c'est dans cette idée-là qu'est né le DevOps, dans cette idée c'est né entre 2007 et 2009, et l'objectif premier, c'était de permettre à ces deux entités-là de pouvoir communiquer. Dans Dev, bien vrai que oui, ça sous-entend le développement. Si on corrèle un peu avec l'agilité, on peut voir dans la Dev Team, en fait, plusieurs intervenants, pas que des développeurs, on peut avoir des testeurs et autres. Et du coup, c'est là où va intervenir le principe du DevOps, l'approche DevOps. On peut aussi entendre parler de philosophie, d'approche. Donc, il y a beaucoup de termes pour qualifier le DevOps. Et il s'articule autour des principes dont on va parler. Donc, le premier, c'est planifier, coder, compiler, tester, livrer, déployer et superviser. Et tout ça, c'est dans un cycle itératif, en fait. Et du coup, on va passer au premier principe qui est de planifier. Et donc, la planification, c'est définir, en fait, dans notre prochaine itération, ce que l'on va faire. Donc, pour notre produit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va développer. Et si vous voyez dans l'illustration, on a une espèce de petit tableau avec des tickets. Donc, c'est du management un peu visuel où on dit ce qu'on va faire. Et dans cette phase aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de stakeholders, il y a beaucoup d'intervenants. Il y aura les architectes, il y aura, par exemple, pour ceux qui sont aujourd'hui dans le cloud, il y a toute la partie FinOps et tout ça. Donc, tout ça entre dans le cadre de la planification. Et normalement, on passe à la phase suivante qui est le développement que quand on a bien défini ce qu'on veut faire durant notre itération. On peut aussi toujours corréler à l'agilité par rapport au sprint. Et donc, une fois qu'on a toutes comment dirais-je, notre backlog qui est défini, on va commencer la programmation, on va en fonction de l'environnement technologique, on va choisir tel ou tel techno et on va développer notre application. Une fois que les développements avancent, on a aussi la partie compilation. Donc ça consiste à, donc depuis le code, générer notre livrable. Donc notre livrable, ça peut être, je sais pas si on fait du Java, ça peut être, aujourd'hui c'est un jar, avant ça pouvait être un war, qu'on va livrer avec toute la partie web app et tout. Et par exemple en Java, on aura la partie testing, du coup, l'autre principe qui est le testing. Donc, on va s'assurer que ce qu'on a fait, que c'est bien, que ça fonctionne, et surtout que par rapport à une itération précédente, on n'a pas introduit de régression. Et donc, dans le testing, on peut entendre aussi bien du testing unitaire que du testing d'intégration. Donc, le testing d'intégration, c'est tout un environnement où on va tester notre application, et le test unitaire, c'est juste les fonctionnalités qu'on va évaluer. Donc, une fois que notre package est bon, qu'il est testé et que tout est nickel, on va la livrer. Donc, la livraison, ça consiste en fait juste à mettre à disposition le livrable. Donc, comme je disais, je vais beaucoup prendre l'exemple du Java parce que c'est ce que j'ai eu l'habitude de faire, et c'est ce à quoi j'ai plus pensé lorsque je faisais ces slides-là. Donc, pour notre livrable Java, par exemple, aujourd'hui avec du Spring Boot, ça peut être notre jar. Mais on verra aussi que, avec d'autres principes qui sont venus avec le DevOps, par exemple la containerisation.
C'est un nouveau type de livrable qu'on peut mettre à disposition pour le principe suivant qui est du coup le déploiement, qui va consister du coup à installer notre livrable dans les environnements. Donc les environnements, on peut avoir un environnement de développement, de test. Pour ceux qui poussent vraiment, on peut avoir des environnements de CI qui sont donc CI d'intégration continue, qui sont provisionnés au besoin. Donc à chaque fois qu'il y a de nouvelles comment dire, évolutions. Et où une fois qu'on a fini notre test, tout notre environnement est décommissionné. Et on arrive jusqu'à la prod du coup pour installer la production. Donc, une fois qu'on a déployé, c'est pas fini. Donc là, il faut vraiment que, et c'est là où interviennent plus les ops, s'assurer que notre application elle fonctionne et surtout que le service est rendu à nos clients. Donc le client, lui, qui est de l'autre côté, donc lui, il ne sait pas forcément ce qui se passe techniquement et tout, et il n'a pas à s'en soucier. Lui, son principal besoin, c'est d'avoir une application qui fonctionne et qui répond à ses besoins. Et du coup, pour faire cela, du coup, on doit aussi pouvoir superviser, vérifier que tout fonctionne. S'il y a des soucis, qu'il y ait des alertes et que les personnes compétentes ou bien les outils compétents fassent les corrections qu'il faut. Donc c'était ça les principaux piliers, principes dont on a du DevOps. Donc après je vais brosser un peu les avantages. Il y en a plein. Je vais juste parler des principaux qui à mon goût sont très importants aussi bien pour les ressources humaines que la partie technique. Donc ici je parle de responsabilité collective. En fait, la responsabilité collective, ça veut dire que lorsqu'on est dans une approche DevOps, euh, en fait, tout le monde partage les mêmes objectifs. Donc, on est dans un environnement où c'est propre à la solidarité. Donc, on aide les autres et on fait monter en compétence les autres. L'idée étant derrière de pouvoir que chacun puisse s'épanouir dans dans cet environnement-là et que le client ait ce dont il a besoin. Le DevOps aussi est propice à l'innovation. Donc, l'innovation ici, ça va venir surtout parce qu'on a des itérations assez courtes, des cycles assez courts, et qui vont nous permettre de pouvoir prendre en compte l'évolution aussi de la technologie pour pouvoir les intégrer dans nos produits et pouvoir encore plus donner de la valeur pour le client. Et si on regarde un peu, donc je parlerai souvent de l'agilité parce que l'agilité et le DevOps sont très liés. Et dans l'agilité à l'échelle, donc qui est safe, on a même des itérations qu'on appelle des itérations d'innovation en fait, durant lesquelles on ne fait pas de développement et durant lesquelles on va essayer de faire des études, de faire des veilles sur certaines technologies par exemple, pour pouvoir les intégrer dans le produit. Et du coup, avec cela, avec cet environnement-là, on a une meilleure qualité de code parce qu'aussi on va mettre en place des outils qui vont permettre de faire cela, de nous dire est-ce qu'on a introduit des régressions ou pas. Donc c'est la phase testing. Est-ce que on a des vulnérabilités ou pas. Toujours dans la partie analyse. Donc c'est très important aussi. Et on aura aussi une mise en marché plus rapide. La mise en marché, c'est quoi en fait? C'est cette période-là depuis la conception à la livraison en fait au client qui va l'utiliser. Donc, comme je disais, du fait de la concurrence aujourd'hui avec les nouvelles technologies et tout, il y a sur un même marché, on peut avoir plusieurs concurrents. Et celui qui raflera la mise, c'est celui qui aura du coup des évolutions constantes et qui prennent en compte aussi les besoins du client. On aura aussi des environnements plus stables parce qu'il y aura moins d'interventions manuelles du fait des outils qu'on va mettre en place. Les ops ou bien les devs n'auront pas à intervenir sur les environnements, sur les machines, ou très peu en tout cas.
Et du coup, ça fera que tout est automatisé, ou en tout cas du mieux qu'on peut, et l'environnement est beaucoup moins soumis à des risques d'instabilité. Et donc tout ça fera que notre client il sera plus satisfait. Attention, satisfait aussi, ça veut dire que ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire tout ce que le client va nous demander, mais on va l'aider aussi parce que le client parfois il ne sait pas forcément ce qu'il veut. C'est pas péjoratif, hein, mais je pense que d'expérience, ceux qui auront eu à travailler avec des clients directement savent que parfois ils ont un besoin, ils l'expriment, mais il faut les aider à les cadrer. Et du coup, le DevOps viendra aussi avec ces outils pour permettre cela. Et on verra aussi que c'est au-delà des devs et des ops, ça englobe une bonne partie de l'entreprise. Et du coup, aider les clients à mieux cadrer leurs besoins et nous à mieux les satisfaire du coup. Et dans le long terme aussi, on peut compter avoir des réductions de coûts sur les infrastructures. Mais j'insiste encore sur le long terme et aussi à prendre avec des pincettes parce que tout va dépendre de comment est-ce qu'on met en place cette approche DevOps. Euh, Quels sont les moyens aussi qu'on mettra autour de la table pour pouvoir arriver à cela. Mais en général, dans le long terme et aussi avec l'expérience qui va venir, donc on peut penser avoir des réductions de coûts. On va passer maintenant au DevOps et la containerisation. Donc, c'est des principes aussi qui sont liés et la containerisation a beaucoup participé comment dirais-je, à l'essor du DevOps. Donc, un conteneur, donc avant, ce qu'on avait, c'est on développait notre application. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a notre application qui est disponible sous plusieurs formes. On va la fournir à notre Ops qui va la déployer dans un environnement, qui va faire les configurations, injecter les dépendances et tout cela souvent de façon très manuelle. Le conteneur, ce qu'il ajoute, ce qu'il permet en fait d'avoir, c'est un livrable qui est plutôt fini. Donc, il sera constitué aussi bien de l'application, de la configuration et aussi des dépendances. Donc, on peut penser par exemple à du NPM où on peut intégrer pas mal de dépendances ou bien même du Java ou ce qu'on veut. Et du coup, l'idée de notre conteneur, c'est que une fois qu'on a fini notre cycle de développement et aussi d'intégration, on arrive à un produit qui intègre le tout. Et du coup, aujourd'hui, les principaux outils qu'on a, il y en a d'autres, mais les principaux qu'on utilise aujourd'hui dans le marché, donc on a Docker qui est très connu. On a un Containerd aussi, qui est beaucoup utilisé aussi. On a Cry.io, qui, lui, en fait, est un conteneur, un daemon, en fait, qui est optimisé pour du Kubernetes. Et on a Podman. Podman aussi, ces dernières années, qui va prendre de l'essor beaucoup d'importance dans les prochaines années aussi parce que on a Red Hat qui pousse beaucoup pour l'utilisation de ce Podman parce que offre une certaine sécurité. Et donc ça c'est plutôt les démons. Et en termes d'orchestration, on aura du Kubernetes. Comme je disais tout à l'heure, Kubernetes qui va nous permettre d'orchestrer, de déployer, d'administrer, de superviser aussi nos différents conteneurs qui sont déployés. On a Docker Swarm qui est aussi un orchestrateur et qui lui, comment dirais-je, se base sur le Docker daemon en fait pour pouvoir orchestrer son cluster. Et Rancher qui lui est un orchestrateur de Kubernetes. Donc c'est beaucoup plus à l'échelle. Et donc, les avantages qu'offre la containerisation, c'est qu'on sera agnostique à une plateforme, que ce soit du cloud ou bien de l'on-premise. Ça veut dire en fait que une fois que notre conteneur est fait, il peut être déployé sur beaucoup de plateformes. Et donc, on se pose beaucoup moins de questions sur les technos, les dépendances, comment est-ce qu'on va les installer et tout. Ça offre aussi un niveau supplémentaire de mutualisation.
Donc, on avait les machines virtuelles. Aujourd'hui, on a le cloud. On peut disposer de machines. Et dans ces machines, donc la containerisation va permettre d'avoir un autre niveau de mutualisation parce que dans notre virtual machine elle-même, on pourra installer plusieurs conteneurs. Et on le verra plus tard dans un petit exemple que je vais montrer. Et aussi, il y a une très grande communauté qui publie massivement des images de base. Donc, un conteneur, c'est une image de base, en fait, avec, comme je disais, ici, il y a un petit oubli, mais il y a aussi le système, euh, comment dirais-je, l'OS qui est aussi dans notre image Docker qui va nous dire, par exemple, lorsqu'on crée notre image, est-ce qu'on est sur du Linux, par exemple, avec une image Ubuntu ou Debian ou autre. Et ça va favoriser donc des déploiements beaucoup plus rapides dans la mesure où une fois qu'on a fini notre livrable, donc qui sera notre conteneur, il s'agira juste de le déployer dans notre daemon ou notre orchestrateur de contenu. Du coup, oui, c'est ça aussi un autre avantage, c'est que en général, ça ne consomme pas beaucoup de ressources. Donc, à prendre aussi avec des pincettes parce que ça dépend fortement de l'application. D'ailleurs, certaines applications, on conseille parfois de pas les containeriser parce il y aura aucun avantage. Par exemple, une application qui est en fin de vie, il n'y a pas d'intérêt à la, comment dirais-je, à la containeriser, ou bien une application qui est très consommatrice en ressources, que ce soit du compute ou du stockage. Parfois, il n'est pas intéressant de les containeriser. Mais dans l'ensemble, ça consomme pas beaucoup de ressources. Et du coup, on va passer à un autre volet, du coup, qui est le DevOps et le cloud. Qu'est-ce que le cloud apporte au DevOps? Donc, aujourd'hui, le cloud, donc, ça offre des infrastructures, donc, des machines, des services à la demande. Donc, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment à la demande. C'est que on a un besoin, on peut le satisfaire assez rapidement. Donc, c'est ce que je dis juste après l'avantage suivant, donc, qui est la mise à disposition qui est proche de l'instantané. Donc, on a besoin d'une machine, on l'a très rapidement. Ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, quand je vous disais que avant, je faisais du développement, on avait des cycles longs et ces cycles longs étaient souvent dus au fait que le provisionnement des machines prenait beaucoup de temps. Entre les validations des hiérarchiques et tout ça, ça prenait beaucoup de temps. Et même l'infrastructure n'était pas propre à une mise à disposition assez rapide. Et aussi tout cela, toutes ces machines et tout le provisionnement, on peut le faire via des interfaces, donc soit en ligne de commande, donc c'est ce que je vais appeler les CLI, soit via une console visuelle, donc depuis son navigateur, ou bien un petit applet qu'on installe sur sa machine, ou bien des API, donc des choses qu'on va pouvoir intégrer directement dans nos systèmes d'information. Et ça change vraiment, le jeu. Et donc, voici les principaux cloud providers qu'on a. Donc, on a AWS, du coup, avec Amazon derrière, on a Azure avec du Microsoft derrière et Google Cloud et Oracle Cloud. Il y en a plein d'autres, notamment des Alibaba, IBM et autres. Mais ceux-ci sont ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Donc, on va passer aux outillages. Donc, ce sera, donc, à partir d'ici, ce sera un peu plus technique. On va parler des outils. Je ne veux froisser personne, mais si vous voyez pas votre outil privilégié que vous utilisez toujours qui n'est pas là, ne m'en voulez pas. C'est juste qu'il fallait faire des choix, présenter des outils, et notamment ceux que moi j'utilise. Et donc, dans la partie planification, donc on aura des outils comme Jira. Donc, Jira qui est très utilisé et qui offre comment dirais-je, beaucoup de facilité aujourd'hui au DevOps. On a aussi Trello. Euh, donc
qui a longtemps été aussi une solution privilégiée par ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui sont dans des projets de démo ou de POC ou des choses comme ça. Moi, je l'ai beaucoup utilisé Trello au début. Et ça a été d'ailleurs racheté par les propriétaires de Jira, Atlassian du coup. Une étape importante qui n'est pas forcément un principe, mais qui est important, c'est la documentation et aussi tout ce qui est architecture. Donc, c'est avec des outils comme Confluence, donc qui va avec la suite Jira. Donc, c'est le même éditeur qui les fait, et donc c'est des environnements qui seront vraiment intégrés. Wikijs que je n'ai pas utilisé, mais que j'ai vu dans les outils qui sont beaucoup cités. Draw.io plus dans la partie architecture, donc avec une interface qu'on peut utiliser depuis un navigateur ou bien en local sur son poste, et qui va permettre de faire des architectures. Par exemple, la slide dont on est en train de parler, les images, je les ai faites depuis Draw.io. Il y aura la partie du coup versionning, donc et du code qui sera fait avec du Git. Donc on peut aussi parler de SVN, CVS, donc mais bon, aujourd'hui ils sont plus très répandus. Donc on va privilégier Git. Dans la partie compilation, on aura du Maven, du Gradle pour ceux qui font plus du dans la partie qualité de code. Donc, couverture va nous dire est-ce qu'on a fait assez de tests, est-ce qu'on a bien écrit notre code, est-ce que, par exemple, les nombres de caractères sur une ligne ne dépassent pas les 80 caractères, ou je sais plus combien, je me souviens plus exactement. Est-ce qu'on n'a pas trop de boucles imbriquées dans nos codes, beaucoup de if qui s'imbriquent et qui font que c'est pas lisible, et que en termes comment dire, d'optimisation, c'est pas top. Est-ce qu'on n'a pas du code mort, par exemple? Des choses comme ça que SonarCube peut nous souligner. Et il y a aussi Snyk, donc que j'ai pas personnellement utilisé, mais dont j'entends beaucoup parler, qui va nous aider sur la partie vulnérabilité, vraiment la partie SecOps en fait de notre code. Vient après le pavé, donc que j'ai pas voulu dissocier, donc orchestrer, configurer, déployer. Donc c'est des choses qui vont plutôt ensemble. Et sur cette partie-là, donc on a Jenkins, donc dont on parle, dont on dit souvent qu'il va bientôt mourir, mais qui est toujours là. Jenkins qui est très utilisé encore aujourd'hui en entreprise. Dans la même logique que des outils dont j'ai parlé au début d'Atlassian, donc Jira Confluence, on aura du Bamboo qui va permettre de faire toute la partie CI/CD de cette suite-là. Et il y a Circle CI que j'ai pas personnellement utilisé aussi, mais qui semble bien répandu dans le marché. Donc ça, c'est plus la partie orchestration. Dans la partie déploiement infrastructure as a code, donc on a du Terraform. Donc aujourd'hui, Terraform qui peut se vanter d'être multi-cloud par exemple, et permet de déployer sur plusieurs providers de cloud. Après, à prendre parfois avec des pincettes en fonction de comment est-ce qu'on l'implémente. AWS CloudFormation, donc qui est l'outil d'infrastructure as a code d'AWS, donc qui va permettre via une description, donc ça peut être du YAML ou du JSON, d'approvisionner notre environnement dans AWS. Et après, on a du Kubernetes, par exemple, pour l'orchestration, dont je parlais tout à l'heure. On a du Docker, du Rancher, dont on a parlé. Et après, pour l'installation, on peut avoir de l'Ansible, du Chef et du Puppet, donc qui seront utilisés principalement pour des installations, par exemple, sur des machines virtuelles. Après, on a du coup
la partie livraison. Donc, une fois qu'on a nos buildés, nos livrables, il faudra les déposer quelque part. Et ces dépôts, en fait, ça sert dans la mesure où on ne va pas à chaque livraison recompiler notre code. Entre-temps, il y a des choses qui peuvent changer. Donc, à un instant T, on crée un livrable de notre application qu'on va déposer et qu'on va pouvoir réutiliser après dans nos environnements pour pouvoir, par exemple, faire des retours arrière lorsqu'un déploiement se passe mal. Et après vient la partie supervisée. Et sur cette partie-là, il y a plein d'outils, aussi bien des open source que avec des options payantes. Donc, on a Prometheus, Grafana, une suite qu'on voit beaucoup sur la partie Kubernetes. La partie Elastic Kibana avec aussi du Logstash ou bien d'autres outils qui sont utilisés pour plus la centralisation de logs, Splunk aussi. OpenSearch, pareil, qui est aussi, en fait, qui est un fork open source d'Elasticsearch. Et on a d'autres outils qui aujourd'hui se développent beaucoup du fait du cloud aussi, qui sont New Relic, Datadog et entre autres. Donc, comme je disais, ne m'en voulez pas si vous ne voyez pas vos outils. C'est juste les principaux que j'ai essayé de faire sortir ici. Et on a d'autres catégories. En fait, je dirais pas que c'était des outils, c'est plus des logiciels qui vont intégrer plusieurs de ces fonctionnalités-là. Donc, notamment Bitbucket. Donc, Bitbucket qui est aussi dans la suite Atlassian, qui va permettre de faire aussi bien de l'architecture, de l'architecture du versionning avec le Git, avec aussi sa partie CI va permettre de faire toute l'orchestration et aussi via cette orchestration pouvoir faire du testing. Pareil pour GitHub et GitLab qui vont eux ajouter plus la partie planification avec les issues par exemple GitHub ou GitLab issues et qui font aussi Artifactory. Et last but not least, on a les clouds aussi, donc les principaux AWS et Azure qui eux vont couvrir toute la palette, qui vont permettre d'avoir tous les outils dont on a besoin. Parfois, pas forcément nativement, mais via leur marketplace. Donc, les marketplaces, c'est des éditeurs qui vont dans le cloud et qui proposent des outils. Donc, vont parfois permettre de combler, par exemple, la partie planification sur AWS. Donc, voilà les principaux outils qu'on peut mettre en place. Ça dépend aussi beaucoup de la taille de l'entreprise, de ses moyens. Et on va choisir, et le choix des outils est très, très important aussi, donc dans sa pipeline CI/CD. Et du coup, là, dans la prochaine slide, là, je vais parler d'une pipeline qui sera plutôt hybride. Hybride dans le sens où on aura du coup notre réseau d'entreprise et après on verra ce qui va se passer. Donc on a notre réseau d'entreprise, on a notre développeur, notre équipe de dev en fait, qui donc dans les principes de DevOps, on a parlé de planifier. Donc on va utiliser Jira pour la planification. On aura nos tâches, nos sous-tâches, tout ce qu'on veut par rapport à notre itération. Donc on voit bien ici que notre Jira est dans un cluster Kubernetes, un cluster Kubernetes qui est sur on-premise, donc sur une ou plusieurs machines, sur plusieurs machines dans notre infrastructure, dans notre data center, donc ici. En fait, cette slide là, en la faisant, je fais fi de tout ce qui est FinOps et autres. Tout ce que je veux présenter, en fait, c'est des choses qu'on doit avoir aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, je tiens pas forcément compte de FinOps et autres parce que certains pourront me dire que pourquoi à la fin, on verra pourquoi ne pas tout mettre dans un cluster, mais l'idée c'est pas l'idée derrière. C'est surtout de montrer ce qu'on peut faire aussi bien sur de l'on-prem que sur d'autres environnements. Donc, dans notre cluster, on a notre Jira, on a planifié. Maintenant, on va coder. Donc, une fois qu'on a codé, il faut le versionner et il faut le mettre dans du Bitbucket, par exemple. J'ai choisi, donc, comme je disais, c'est une suite. Et qui dit suite dit que les deux s'intègrent bien. Et ce qui est bien dans une pipeline DevOps, c'est qu'il est bien d'avoir comment dire, c'est une suite, c'est un fil d'Ariane, en fait. C'est que les outils se recoupent et s'intègrent. Ici, cette flèche d'intégration va permettre, par exemple, une fois qu'on a fait des commits avec
une syntaxe bien précise, on va mettre à jour nos tickets Jira pour dire que, par exemple, on a fermé telle ou telle fonctionnalité ou on a corrigé tel ou tel bug. Donc ça, c'est très important. Donc, lors de nos commits sur certaines, donc ça aussi, ça dépendra fortement de ce qu'on appelle le git flow, ce qu'on a défini, nous, comme cycle de commit, en fait. On va pouvoir, de façon automatique, déclencher notre Jenkins, donc, qui sera choisi comme notre orchestrateur. Donc, Jenkins, comme je disais, beaucoup disent que c'est bientôt la fin, mais ça fait des années qu'on dit cela. Et c'est un outil aujourd'hui encore très utilisé, avec une forte communauté derrière qui déploie toujours des plugins. Plugins qui sont aussi ses points faibles. Et j'encourage beaucoup ceux qui utilisent Jenkins avec du Kubernetes, à utiliser le plugin Kubernetes de Jenkins qui va permettre, avec du Docker notamment, d'avoir nos images de base qui intègrent toute notre comment dirais-je, nos dépendances, et va nous permettre de pas installer beaucoup de plugins dans Jenkins. Donc Jenkins récupère toute la tambouille, tout le code, va compiler, va appeler du sonar pour faire de l'analyse. Une fois que tout ça est fait, pourra mettre par exemple notre jar ou bien notre image Docker sur notre repository Nexus. Et une fois que notre livrable est disponible, il pourra aussi, lui, à son tour, mettre à jour nos tickets Jira pour dire que tel livrable avec telle version est disponible et associé à ce ticket. Donc là, c'est notre pipeline. Donc, tous les outils qu'on aura mis en place pour builder notre solution. Et maintenant, Jenkins va, une fois qu'il a tout le livrable de disponible, il va aussi du coup s'attaquer à la livraison. Et qui dit livraison dit du coup environnement d'hébergement. Et juste pour faire pour diversifier, donc ici on va prendre un cloud au lieu de l'on-premise, donc au lieu de data center et AWS, parce que du coup c'est ce que je connais le mieux et c'est sur quoi je travaille le plus. Et on va pouvoir, par exemple, étendre notre réseau d'entreprise avec un réseau sur Internet qui sera sur AWS, qui est sur Internet, mais qui est privé, qui n'est pas, sur certaines parties, n'est pas public, en fait. Et qui va aussi nous offrir toute cette sécurité dont on a besoin dans notre entreprise. Donc, ne pas forcément penser avec le cloud qu'on est exposé sur Internet. C'est la responsabilité partagée. Donc, je pense qu'il y a des sessions qui en ont déjà parlé, et c'est très important. Et du coup, sur AWS, on va venir, par exemple, déployer notre front-end qui est de l'Angular sur un bucket S3, S3 qui est un service de stockage de données, mais qui peut aussi faire office d'hébergeur des sites web statiques. Donc, on va héberger notre front-end sur Angular. On va déployer un load balancer, donc un équilibreur de charge via un CloudFormation. Donc, comme je disais, CloudFormation qui est l'outil d'infrastructure as a code qui va nous provisionner notre load balancer, qui fait partie de notre application. Puis, dans un autre cluster Kubernetes, mais cette fois-ci un cluster applicatif qui, lui, est géré par un service managé d'AWS qui est EKS, on va venir déployer notre backend, donc notre Spring Boot, par exemple, qui a été containerisé. On va le déployer, donc ce sera cette partie-là. Et du coup, ce backend a besoin donc de ressources Kubernetes qu'on appelle un ingress qui va permettre de l'exposer. Et on aura aussi d'autres conteneurs qui sont, par exemple, une base de données PostgreSQL. J'ai fait le choix délibéré de le mettre comment dirais-je, comme un conteneur, parce que ça va juste pour de l'optimisation et autres, ou bien juste pour faciliter notre déploiement. Parfois, ça peut avoir ses limites en production, mais c'est toujours un cas possible, donc d'avoir ces conteneurs. Sinon, on peut utiliser aussi des services managés d'AWS ou d'autres clouds pour notre base de données. Donc, notre application, là, elle est déployée. Et donc, là va commencer l'expérience client. Donc, le client qui va utiliser notre front-end depuis Internet.
Le front-end via le load balancer et via l'Ingress, lui, va du coup interroger les API du back-end pour, je sais pas, imaginons, je sais pas, des gestions de je sais pas, de produits ou autres. Donc, on a des API qu'on va appeler et qui, eux, du coup, vont faire des interrogations en base. Donc, ça, c'est notre expérience client. Et du coup, donc, notre client utilise notre application, elle fonctionne. Du moins, c'est ce qu'on pense. Et pour pouvoir s'en assurer, vient la dernière partie de nos principes qui était la supervision. Et du coup, là, on va utiliser Grafana Prometheus. Donc, ils vont nous donner des métriques, en fait, de comment se comportent les choses qu'on a déployées sur Kubernetes. On aura pour la partie centralisation de log, parce que qui dit suivi d'une application dit log, dit trace. Donc, pour faire cela, ce qui est bien sur Kubernetes, c'est qu'on a on peut installer un agent, par exemple Fluentbit, qui va collecter les logs de nos différents namespaces, les envoyer à un centralisateur de log, par exemple OpenSearch. Ça peut être aussi Elastic. Et comme je disais, les deux sont pareils. C'est juste que l'un a été forqué pour des questions de licence et autres. Et ici aussi, l'OpenSearch, ça peut être quelque chose qui peut être un service d'AWS qui propose aussi de l'OpenSearch comme un service. Ça peut, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres clouders, mais c'est fortement possible. Et une fois qu'on a tous ces outils de mise en place, c'est là où va intervenir notre Ops, du coup, notre exploitant, qui va s'assurer via du coup un load balancer et un ingress qu'il a toutes ces métriques, que tout fonctionne comme il faut et que aussi toutes les logs sont centralisées et que tout fonctionne bien. Donc voilà, en grosso modo, c'est vraiment une overview de choses qu'on peut faire aussi bien sur de l'on-prem que sur du cloud, donc dans un environnement hybride. Et voilà. Donc je vais passer, bon, là on a pratiquement fini, je vais juste faire un petit récap. Donc on était dans un environnement, comme je disais, où on avait des gens qui ne se parlaient pas vraiment, qui avaient des objectifs différents. Chose qu'a voulu corriger le DevOps via ses différents piliers et principes. Et avec ces principes, ce que ça va permettre de mettre en place, c'est un environnement en fait où on communique beaucoup plus, où on met en place des outils qui vont nous permettre de suivre de bout en bout ce qui se passe. Et c'est très important. On a des outils, mais on a surtout les ressources humaines dont on a besoin et dont on ne peut pas se départir. On voit aujourd'hui l'essor de l'IA et tout ce qu'on veut derrière, mais les ressources humaines seront toujours importantes dans ces cycles-là. Et tout cela va contribuer du coup à une satisfaction. Pas qu'une satisfaction client, mais aussi une satisfaction de tous les intervenants sur la chaîne. Donc que ce soit les devs, les ops, qui vont pouvoir plus communiquer et qui auront un environnement de travail qui est stimulant, qui les permet aussi de bien évoluer. Donc voilà, c'était tout pour ma part et du coup là c'est à vous de jouer et j'attends. Merci beaucoup, Mohamed. Il y a 4 questions dans le chat. Oui, donc comme je disais, donc Mohamedou, c'est comme tu veux. Si tu penses qu'on a le temps, moi je voudrais bien Oui, que les intervenants posent leurs questions et que j'essaie d'y répondre. Sinon, tu les ok. lis et j'y réponds. Oui, je peux les lire, hein. Il y a Fofana qui dit que le principal problème que l'on rencontre en tant que débutant est le choix des outils sur les différents levels de la planification au déploiement. Qu'est-ce que vous conseillez pour commencer en DevOps? Ok, donc c'est vrai que c'est un point très important qu'il vient de soulever. Mais dans la question, en fait, ce que je vois derrière, en fait, j'ai l'impression que il intervient tout seul. Mais dans la pratique DevOps, on n'est pas seul. Et souvent, le DevOps, c'est quelque chose qui doit être propulsé par comment dirais-je, par des décisions d'entreprise. Et du coup, ces décisions-là vont aussi faire dériver les choix d'outils. Donc, le choix des outils est très important, mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des moyens qui sont mis en place.
quand on est débutant et qu'on veut créer sa propre CI, je sais pas, on est en train de faire un POC ou bien on est en train de faire une démo. Sincèrement, il faut pas forcément, on ne doit pas faire du DevOps juste pour faire du DevOps. Il faut répondre à des besoins. Moi, je conseille plutôt, lorsqu'on est débutant et qu'on est dans son environnement local, de privilégier toujours de l'automatisation, mais via des scripts qu'on va intégrer, par exemple, dans une image Docker, qui va nous builder je vais parler encore de Java, mais qui va nous builder notre application, la mettre dans le conteneur avec toutes les dépendances et on y met aussi toute la configuration qui va nous permettre de le déployer dans un environnement et on exécute ce Docker et il nous fait le reste. Il nous fait toute la partie CI/CD, donc il va nous déployer jusqu'à l'environnement. Et on n'a pas forcément besoin de mettre tous ces moyens-là. Donc, tout dépend de l'environnement dans lequel on baigne. Mais en tant que débutant et qu'on veut faire son truc, faisons simple, faisons plutôt des scripts qu'on va dockeriser et qu'on va utiliser dans notre environnement. Deuxième question de Suleiman Youm, qui demande quel est le rôle de Kubernetes dans le domaine du DevOps en 2023 et est-il nécessaire de le maîtriser pour réussir dans ce domaine? Donc, comme je disais, c'est une très bonne question aussi, Suleiman. Donc, le Kubernetes, lui, ce qu'il va permettre, donc dans le schéma, je vais revenir dessus, que j'ai présenté ici. Donc, on voit Kubernetes à deux endroits. Donc, aussi bien dans notre partie pipeline, donc des outils. Donc, il va permettre d'héberger nos outils qu'on va utiliser dans notre pipeline DevOps. Et dans l'autre partie, il va héberger notre application et tous les outils dont on a besoin pour que notre application fonctionne. Donc, Kubernetes est important, mais à lui seul, il ne fait pas toute la partie DevOps. On peut bien remplacer toute cette partie Kubernetes par même des VM, où on va installer soit du Docker ou autre. On peut ne pas dockeriser. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du DevOps. Certaines entreprises ne font pas forcément de DevOps, ne font pas forcément de containerisation, mais font du DevOps dans la mesure où leurs outils sont directement installés dans des machines et ils vont déployer directement sur des machines. Et du coup, ne pas maîtriser Kubernetes ne veut pas dire forcément qu'on ne fait pas du DevOps ou qu'on ne maîtrise pas le DevOps, mais c'est encouragé de le connaître. C'est juste ça. Encore 3 minutes qui nous restent. J'ai deuxième question de Suleimanium. Quelle est la valeur de Jenkins en tant qu'outil d'intégration continue et de déploiement continu en 2023? Est-il toujours pertinent d'apprendre et de maîtriser Jenkins dans le paysage DevOps actuel? Oui, donc comme je disais, Jenkins, on déclare sa mort depuis pas mal de temps, mais c'est pas encore le cas. Personnellement, je l'ai toujours en entreprise, on l'utilise. Et du coup, Jenkins, donc c'est quelque chose qui s'intègre bien en entreprise, qui est utilisé depuis pas mal de temps. Et du coup, lorsqu'on arrive souvent dans les entreprises, c'est déjà là. Mais Jenkins continue à s'améliorer, c'est toujours maintenu. Pardon, les gens continuent toujours à le maintenir et à proposer des plugins. Et du coup, donc là, l'intérêt de Jenkins dans la pipeline que je présente ici, c'est qu'on a le plugin Kubernetes qui, lui, va nous permettre en fait d'optimiser notre cluster kube pour que tous nos jobs de déploiement tournent dans des conteneurs. Et ça va éviter, par exemple, de devoir provisionner des machines qui vont servir de nœuds. Et donc, tout l'intérêt de Jenkins. Donc, Jenkins est toujours aujourd'hui très pertinent en entreprise et c'est toujours utilisé. Question de Fofana, à nouveau Mamadou. Selon votre expérience au quotidien, est-ce que la maîtrise de la configuration des outils sur on-prem, type serveur, load balancer, networking, est obligatoire pour un ingénieur DevOps ou la connaissance du cloud est suffisante? Tout dépendra encore une fois de l'environnement où l'on baigne. Donc, ça dépend du client avec qui on travaille ou bien dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, certaines entreprises ne sont pas forcément prêtes à embrasser le cloud, donc elles vont rester sur de l'on-prem. Et du coup, il faudra maîtriser les outils comme de l'Ansible, du Puppet ou autres, et aussi des HA proxy ou bien des choses comme ça qu'on va installer sur des machines.
Donc, dans cet environnement-là, bah, c'est important de maîtriser notre infrastructure de déploiement. Certes, le cloud, aujourd'hui, c'est la tendance, mais il y a des entreprises qui sont toujours dans l'on-premise. Donc, pour quelqu'un qui veut faire du DevOps et qui est dans un environnement on-premise, c'est pas péjoratif, c'est toujours d'actualité et on peut toujours aussi monter en compétence sur de l'on-premise avec tous ces outils-là. Dernière question, je suis désolé, Alioune Badra, tu peux toujours rejoindre la table ronde pour poser des questions supplémentaires. Bon, je prends que la dernière question de Mamadou Chérif Diallo. Je suis développeur. Avec l'expérience que vous avez eue en faisant la transition Dev vers DevOps, quel serait aujourd'hui votre conseil pour quelqu'un comme moi qui veut à la fois faire du DevOps, mais aussi continuer ma carrière de développeur? Euh, ok, c'est très intéressant comme question. En fait, je vois beaucoup de personnes qui font aujourd'hui cette transition-là. Moi, je l'ai fait et sincèrement, j'en suis content dans la mesure où aujourd'hui, je fais des choses qui sont très épanouissantes. Le développement, je pense que une fois qu'on est dans une techno, parfois c'est difficile d'en sortir. Bon, sauf si on est full stack et autres. Mais lorsqu'on est back-end et qu'on est sur une techno, c'est difficile d'en sortir et de passer à autre chose. Et du coup, moi, ce que je conseille ce que je conseille en fait, c'est d'être curieux, de voir ce qui peut être proposé par exemple par les clouds. Par exemple, sur AWS, on a comment ça s'appelle le free tier, donc qui peut nous permettre d'utiliser AWS sur une année gratuitement, avec des pincettes parce qu'il ne faut pas utiliser au-delà du free tier, mais ça offre des perspectives. Moi personnellement, c'est ce que j'ai utilisé pour monter en compétence sur le cloud. Merci beaucoup, Mohamed. On va devoir arrêter. Donc, je vous ai posté le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à cliquer dessus et nous donner votre feedback. Ça nous permettra vraiment de nous améliorer. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup, beaucoup encore une fois, Mohamed, pour ta présentation hyper Bah, claire. merci beaucoup à tout le monde, merci à vous. Et bah, c'est dommage, on n'a pas pu avoir beaucoup de questions, mais n'hésitez surtout pas. Donc la table des speakers, on y sera. Exactement. Et les appréciations aussi, elles seront les bienvenues. Bonne journée à vous. Ça se passe Merci sur beaucoup. Hermit. Au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed.